Je sais pas si t'as vu, mais on a commencé à avoir du succès là sur YouTube. On commence à avoir plein de monde, on commence à avoir des abonnés, on commence à avoir des retours. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait peur. Ça Non, fait au peur. contraire, c'est sympa de rencontrer l'intérêt des gens, quoi. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'efficience. On va parler de travailler moins. On va parler de sujets qui sont très largement discutés en ligne. Et en même temps, je pense qu'on a des choses à dire. Et je pense qu'aussi, le fait de redire des choses même qu'on sait déjà, c'est important. Tu vois, je regardais une de mes vidéos et je me dis, mais tiens, je l'applique pas, je l'applique pas. Et donc, c'est assez marrant. Je me dis, ah putain, je suis plutôt bon. Tu vois, je suis en train de me regarder comme si je regardais quelqu'un qui me donnait des conseils. Et je me dis, mais tiens, je vais appliquer ça dans ma vie, etc. Donc aussi, il y a un effet incantatoire aussi de réécouter des choses qu'on sait. Je voudrais parler du fait, donc première partie, de parler des rendez-vous quand t'es entrepreneur ou de manière générale. Moi, je vois énormément d'entrepreneurs qui ont des journées qui sont complètement coupées ou blindées de rendez-vous ou d'autres choses. Enfin, je vois des gens qui sont super occupés, tu vois. Ils bossent pas, ils sont pas en train de bosser sur leur business. Et tu regardes leur emploi du temps, c'est coupé de rendez-vous, de machin, etc. Et moi, ça m'a mis du temps, mais petit à petit, j'ai évolué vers un modèle où j'ai extrêmement limité les rendez-vous et aujourd'hui, du coup, j'ai récupéré énormément de temps libre. Ce que les gens se rendent pas compte, c'est que il suffit d'un rendez-vous, tu vois, pour complètement couper ta journée. Par exemple, là, t'as un rendez-vous à 4 heures, ta journée, elle est coupée parce que tu vas y penser, tu vas te préparer, te projeter. Tu vas être dans une anticipation, dans une préoccupation liée au rendez-vous, mais pas être en retard, donc tu vas peut-être te mettre une alarme et en même temps tu sais que tu peux pas complètement faire complètement autre chose parce que si t'es tellement dedans tu vas louper tes rendez-vous, etc. Donc on se rend pas compte, mais ça coupe complètement des journées. Donc ça c'est si tu les mets plutôt l'après-midi, tu vois. Et en fait ce qui est intéressant c'est de le regarder sous le prisme de l'attention. Souvent on pense que ce qui a de la valeur c'est son temps ou c'est l'argent, tu vois, on oppose souvent le couple temps-argent. Mais je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est son attention. C'est de récupérer son pouvoir, ne pas avoir une attention qui est imposée sur une chose par l'extérieur. Voilà, avec les réseaux sociaux, etc. Je vais pas paraphraser, tout le monde en a conscience, mais les rendez-vous, c'est une manière, en fait, d'avoir son attention qui est conditionnée par l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de les limiter. Un autre point, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, le mettent le matin, les rendez-vous. Et d'une certaine manière, c'est une façon un peu plus ingénieuse de ne pas avoir sa journée qui est coupée par le rendez-vous, puisque si tu passes ton rendez-vous, après tu as terminé ton rendez-vous et toute ta journée est prise. Et en même temps, c'est un coût pour son projet parce que, en fait, ce temps-là, tu aurais pu le passer à bosser. Si tu as 2 heures de rendez-vous le matin, déjà, soit tu as mis un réveil, soit ça te pousse quand même à une certaine forme de discipline. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, tu aurais pu juste travailler à la place. Peut-être que tu aurais pu faire ton travail de 2 heures le matin et en fait, terminer ta journée. Moi, j'ai pris cette décision drastique. Donc, alors moi, quand tu es prestataire de service, c'est un peu plus difficile parce que tu es en relation avec d'autres gens, tu travailles pour et donc potentiellement tu as besoin d'accompagner tes clients. Donc moi, ce que j'ai fait dans ce cadre-là, c'est le batching, c'est-à-dire j'ai une journée où j'ai tous mes rendez-vous. Je peux avoir une deuxième journée par semaine, mais c'est vraiment le maximum. Et ce qui fait que toute la semaine est complètement libre. Et d'avoir sa semaine comme des week-ends qui sont complètement libres, c'est extrêmement intéressant pour la créativité, etc. Donc voilà, ce batching, tu vois, d'avoir une journée entre guillemets cassée, coupée, autant la casser, autant bien la casser. Alors là, tu mets tous tes rendez-vous, le machin. Bon, c'est pas non plus une raison pour te mettre des rendez-vous qui servent à rien, tu vois, mais t'as une journée, paf, par semaine, tac, t'as tous les rendez-vous, ils s'enchaînent, etc. Et ensuite, après, t'as ta semaine qui est complètement libre, quoi. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Un autre point, c'est que au-delà de l'efficience que c'est, etc., c'est que en termes de qualité de vie, ça change complètement aussi ton rapport au travail. Et donc, la perception de ce que tu tires de ton travail, parce que plus t'as de contraintes dans ton activité professionnelle et plus tu vas exiger de cette activité qu'elle te le rende d'une certaine manière. Être assez strict justement pour récupérer sa liberté dans la manière de s'organiser, c'est une manière aussi de ne pas trop exiger du travail et d'avoir un rapport qui est beaucoup plus sain, justement si t'en exiges pas trop. Voilà, t'es pas en train de te sacrifier pour pouvoir, du coup, comme tu te sacrifies, t'en veux 2 fois plus. Ouais, moi ça me parle beaucoup et à t'écouter parler, je me suis rendu compte que j'ai opté pour la même chose, de répartir mes rendez-vous, de les rassembler en fait. Bon, moi j'en ai quelques-uns, une partie de mon travail se fait justement par rendez-vous, donc parfois mon approche est un petit peu différente. Voilà, je sais que je vais faire du travail. Mais t'as vu la différence entre enchaîner plusieurs rendez-vous et du coup de récupérer des jours de liberté, tu vois? L'idée c'est qu'on prend le principe, si quelqu'un c'est pas applicable
à sa vie, il se dit mais non, mais ça peut être, tu sais, ça peut être juste récupérer une journée par semaine, tu vois. Je peux commencer petit. Tu vois, je parlais d'un entrepreneur qui était complètement surmené, qui était limite au bout du burn-out. Et c'était intéressant de discuter avec lui parce qu'en fait, je me rendais compte que pendant cette période où il était en burn-out, en fait, il faisait quasiment rien de extrêmement pertinent pour le business. C'est-à-dire que rien vraiment n'était vraiment crucial, tu vois. Et du coup, c'est passé son temps à brasser du vent, quoi. Voilà, c'est pour ça que l'efficience est extrêmement important. Un autre point qu'on peut développer, tu sais, donc je parlais d'attention et donc récupérer sa capacité d'attention. Un autre aspect qui est extrêmement important, c'est de sortir de l'instantanéité des messageries, de l'instantanéité en général, tu vois. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde qui est assez connecté, qui est assez finalement dépendant des autres, c'est-à-dire qu'on est dans un lien social dans le travail, dans le personnel, etc. On a une constellation de personnes dans sa vie qui est relativement grande. Voilà, quand tu es dans ta tribu dans la préhistoire, t'as peut-être une dizaine, mais ça s'arrête là, tu vois. Et tu te vois tous les jours, etc. T'as pas une constellation d'une cinquantaine de personnes ou plus même qui gravitent autour de toi, mais qui sont pas là présents dans ta vie tous les jours. Et moi, c'est quelque chose que j'ai imposé à la fois dans le travail et à la fois dans le domaine social, c'est de sortir de l'instantanéité des messages. Par exemple, j'ai une règle, c'est pas de bavardage. C'est-à-dire que un ami qui vient me parler, qui vient me dire salut, ça va, oui et toi, nanana, tout ça, c'est niet. Aujourd'hui, je conserve que les messageries pour échanger des choses qui sont ultra pratiques, c'est-à-dire des choses à organiser, des tâches à faire, etc. Mais tu vois, moi j'ai plus l'application de messagerie sur mes téléphones, etc. C'est que sur l'ordinateur. Je les traite 1 à 2 fois par jour maximum et je les traite comme des emails. Et c'est dingue de voir à quel point en fait, parfois, les gens ont du mal avec ça. Il y a le syndrome du message non lu. Dans les messageries, t'as la petite coche si la personne a vu ou pas tes messages. Et donc si tu leur réponds pas dans les 6, 12, 24 heures par 48 heures, les gens commencent à s'inquiéter, etc. Alors qu'avant, dans un monde par email, etc., c'était tout à fait normal de mettre 3 jours pour répondre à un email, c'est normal, quoi, tu vois. Et donc, c'est important de sortir de ça et de revenir dans un monde où son attention est complètement libre. Donc, si moi j'ai des amis qui veulent discuter, ils m'appellent. Voilà. Donc, j'ai une liste sur mon téléphone de personnes qui peuvent m'appeler. Sinon, ça part direct sur la messagerie. Donc, je suis pas spammé par les Orange et les autres conneries et les machins, tu vois. Si le contact est pas un contact approuvé, il y a tout qui est filtré, il y a que quelques personnes qui peuvent me contacter, et donc pour discuter, etc. Et après, sur ton téléphone, ce que tu peux faire, c'est tu peux voir un mode, par exemple, ne pas déranger. Moi, j'ai un mode ne pas déranger par défaut qui filtre tous les appels, sauf certaines personnes. Et j'ai un mode tournage. Donc, par exemple, là, on est en tournage. Donc, j'ai un mode tournage qui filtre tous les appels, même ceux des gens que j'aime bien, parce qu'on est en tournage et donc je vais jamais déranger. Et avec ça, tu vois, t'as une vie qui est beaucoup plus libre et enrichie. Et c'est parfois déroutant, tu vois. Des fois, il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a des gens qui m'envoient un message, etc. Tu vois, je leur rappelle juste que non, je réponds pas. On peut s'appeler, tu vois. Soit on s'appelle, soit non, quoi. Et donc, ouais, ça change la vie. Ça change la vie parce qu'en fait, c'est pas qu'une personne après, c'est 10, 20 personnes. Tu te retrouves dans la journée à avoir des interruptions. Dans le domaine professionnel aussi, c'est important. Quand je vois que quelqu'un est connecté, plutôt je lui envoie pas le message, j'attends qu'il soit plus connecté. Si tu commences à faire un message un peu construit, ça va engendrer toute une cascade de conversations. Et c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est que toi, tu prennes du temps pour faire un message et que la personne prenne du temps pour te répondre de manière asynchrone et que toi tu prennes du temps après pour lui répondre, mais pas que tu passes 2 heures à faire des ping-pong de messages. Donc quand j'ai des clients aussi où ça commence à être du ping, juste je vois que 2-3 messages et du ping-pong, paf, je les appelle ou ils m'appellent, ça permet de résoudre les enjeux beaucoup plus simplement et donc de revenir à une qualité de présence, d'attention, ça c'est vraiment important. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est... Alors déjà, les gens qui travaillent trop souvent, ils font énormément de trucs qui sont inutiles. Mais surtout, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est souvent les gens travaillent trop parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un vide existentiel à la base, c'est-à-dire que comme ils ne savent pas quoi faire et qu'ils ont peur de l'ennui, peur du vide, ils préfèrent s'occuper avec du travail, comme si le travail, tu vois, c'est un jeu vidéo, c'est un divertissement, et il y en a plein qui n'en ont pas conscience en fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que une approche qui va être autre, du coup, ceux qui prennent conscience de ça vont se dire, faut que je trouve des choses importantes dans ma vie, tu vois. Donc ils vont encore remplir de choses. Voilà, plus d'aspect social, aller à la salle, remplir et avoir des journées, et c'est quelque chose de très bien, tu vois. Si tu te réconcilies avec le fait de rien faire, de l'ennui, que tu en fais une vertu, t'as plus besoin d'avoir forcément une occupation pour te sauver du travail.
Et ça, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle c'est important de faire ce travail sur se réconcilier avec le rien avant de trouver des choses à faire. Si tu kiffes ne rien faire, tu ne vas plus travailler pour des mauvaises raisons et de vouloir combler, et ça t'empêche pas de remplir tes journées avec des tâches qui t'apportent du bonheur, etc. Et c'est très bien, tu vois. Ça coupe dans la culpabilité. Je pense qu'il y a Exactement. beaucoup Énormément de gens, quand ils font rien, ils culpabilisent. Ils se disent, tiens, je pourrais bosser, je pourrais faire quelque chose, je pourrais passer du temps avec mes enfants. Ou c'est pas bien. Enfin voilà, ils se dévalorisent parce qu'ils ne font rien. Ils se sentent pas utiles, etc. Ouais, et c'est important, tu vois, quand tu fais ce travail de te réconcilier avec l'ennui et le rien, tu viens habiter un espace qui te permet de se déployer avec beaucoup plus de puissance, à la fois dans les choses positives que tu fais dans ta vie en perso et à la fois dans ton travail. Et si tu ne fais pas l'expérience du rien, ça deviendra jamais possible dans ta vie. Finalement, habiter une forme de néant, tu vois, dans sa vie. Dans le travail, dans la matière, tu vois, ça te permet de découvrir vraiment qu'est-ce qui est effet de levier. Quel est le vrai effet de levier? Quand tu es englué dans énormément de tâches, finalement, tu as du mal à voir qu'est-ce qui rapporte le plus de résultats pour le minimum d'efforts. Mais quand tu n'as plus rien, que tu vois que tu fais un truc, deux trucs, etc., tu te rends compte de ce qui est vraiment les effets de levier. Et ça, c'est important. On est en train de tout retravailler dans l'entreprise et se fixer des contraintes. Par exemple, on s'est mis une contrainte, c'est qu'on va passer 3 mois au Japon. On va aller cet été, là, on va aller 3 mois au Japon. Donc dans un environnement, t'es pas chez toi, une culture qui est quand même différente où ça va déjà nous prendre pas mal d'énergie de s'habituer, comprendre, etc. De déplacement, un peu digital nomade, donc tu peux pas travailler comme normal. Et tu vois, on essaie déjà avec cet objectif-là de préparer aujourd'hui le fait que ça rende possible ça. Je suis sûr qu'on va atteindre les mêmes résultats qu'on a, tu vois, dans l'entreprise, à la fois en termes de résultats pour les clients, à la fois en termes de chiffre d'affaires, en s'organisant de manière beaucoup plus agréable au quotidien, quoi. Ouais, donc tu vas vraiment faire l'expérience du tri entre l'essentiel et le futile. Ouais, tu vois, et ça, c'est une dimension qu'il faut sans cesse refaire dans son travail. J'ai été très marqué par concept donc que tu connais d'Ado Huygens, qui est l'entre-trois existentiel, qui est de dire que dans l'existence humaine, il y a finalement 3 dimensions, que sont donc l'être qui est finalement la dimension spirituelle de l'existence. Donc quand t'es que dans l'être, tu vas te retirer du monde pour te consacrer à la méditation. Voilà, c'est un pôle finalement de l'être, qui est une dimension plus spirituelle. Tu as la dimension de l'étant, qui est finalement la dimension matérielle, donc c'est l'argent, c'est les trucs bien concrets, voilà, le travail, ça va être le plaisir, ça va être vouloir des choses qu'on n'a pas besoin, accumuler, etc. Dans la volonté de puissance, voilà. Et la dernière dimension qui est le néant. Le néant qui est le processus de destruction de l'étant, et donc c'est le néant le plus simple à avoir. Le néant, c'est la mort, donc souvent la mort, je sais pas, la mort de son chat, la mort d'un proche, la mort de je sais pas quoi, sa propre mort. Finalement, il y a ces 3 dimensions dans l'existence. On peut pas y échapper, on peut chercher à fuir, à colmater finalement, mais on peut pas les fuir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la vie, finalement, des fois, il y a des dimensions qui sont plus ou moins présentes. Des fois, on va être bien dans le matériel, et donc la dimension du néant et du spirituel, et donc de l'être, va plus disparaître. Il y a des fois, on va être plutôt que dans le néant. Celui qui se suicide, là, il est vraiment dans le néant, quoi. Enfin, il est vraiment dans le néant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que quand une dimension manque, mais que 2 dimensions sont présentes, ça crée des colorations particulières. Donc par exemple, quand tu es dans le néant et dans l'étang, c'est la dépression. C'est la coloration dépressive de la vie. Quand tu es dans l'être et dans le néant, c'est une coloration plutôt mélancolique de l'existence. Et quand tu es dans uniquement l'être et l'étang, et bien là, c'est plus la mégalomanie. Et c'est intéressant, tu vois, cette grille de lecture, de voir finalement à un instant T où on en est dans son existence. Quelles sont les forces en puissance qui nous gouvernent. Et souvent, tu vois, les entrepreneurs sont bien dans l'étang. Des fois, il y a un peu d'être. Ils oscillent entre la mégalomanie, tu vois, et une dimension où il y a même plus d'être, où on est vraiment dans l'étang. Jusqu'à ce qu'ils se prennent des énormes baffes, tu vois, des gros retours, où ils passent dans le néant et du coup dans la dépression. C'est intéressant de voir ça et d'harmoniser les 3 dimensions. Et tu ne peux le faire
que si tu ne fuis pas ton attention, si ton attention n'est pas dans la fuite de dimensions qui sont fondamentales dans ton existence. Voilà, moi ce que je trouve intéressant par exemple dans mon parcours, c'est que j'ai vraiment vécu deux phases. J'ai vécu une phase où j'étais beaucoup plus dans l'être, et donc c'était ce qui était dominant dans ma vie via la musique et le spirituel associé. Dans cette phase de vie-là, j'ai vraiment vécu une vie qui était beaucoup qui était beaucoup plus dans l'être et dont l'étant finalement se retirait. J'étais pauvre, voilà, le plaisir a jamais été important, même aujourd'hui, donc c'était pas là à l'époque. Avec l'entrepreneuriat, ça m'a justement fait passer d'une coloration de l'existence de l'être vraiment à l'étant, au matériel, au concret, au travail, parfois quasiment, côté des fois absurde, tu vois, du travail dans la répétition, dans le côté travail à la chaîne des fois, parfois, parce que tu refais les mêmes choses, etc. Plus tu cherches à gagner de l'argent, t'es bien dans les temps, quoi. Et ce qu'il y a de particulier finalement dans l'être humain, que ce que nous dit Heidegger, c'est que c'est le seul être vivant qui est coincé entre l'être et les temps, qui a conscience finalement de sa finitude, qui a un appel à un au-delà, tout en ayant conscience qu'il est complètement fini. L'être humain a cette impression d'avoir été jeté dans le monde, c'est-à-dire de pas avoir choisi de vivre. Tu vois, ça c'est un truc que les enfants disent des fois à leurs parents. Ah mais j'ai pas choisi, nanana, etc. Ça c'est la conscience heideggerienne. L'être humain ne choisit pas de venir au monde. Et en même temps, il voit deux choses. Il voit déjà qu'il va mourir. Il voit les gens qui meurent autour de soi. Il voit aussi un appel potentiellement à autre chose. C'est toute cette absurdité qui est un fondement de l'existence. Je vais faire un parallèle. Est-ce que tu connais le tableau des notaires sur la grille d'âge, sur l'évolution de la valeur de l'usufruit et de la nue propriété suivant de l'âge? Allez, raconte-moi, je sens que ça va être amusant. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est une métaphore justement de l'humain qui cherche à colmater. Donc, le tableau des notaires montre que la propriété d'un bien immobilier ou autre, tu peux le démembrer. Donc, qu'est-ce que c'est la nue propriété et l'usufruit? On sépare la propriété en deux. D'un côté, il y a le droit finalement à jouir du bien immobilier, donc l'usufruit, et donc aussi à potentiellement le louer et en tirer les revenus, en tirer les fruits, ça l'usufruit. Donc ça, c'est la valeur de l'usufruit, donc c'est le pouvoir utiliser la propriété, donc ça a une valeur. Et en fait, la nue propriété, c'est que tu détiens finalement les murs, tu détiens les murs du bien immobilier, mais t'as pas le droit de l'utiliser, tu peux pas en jouir, tu vois. Tu peux pas, si t'es nu propriétaire d'un bien immobilier, tu pourras pas l'utiliser tant que l'usufruit est vivant. Et ce qui se passe, c'est que quand l'usufruitier meurt, eh bien, le nu propriétaire récupère l'usufruit du bien immobilier. J'aimerais faire ce parallèle, c'est que l'être humain est démembré entre sa nécessité de travailler et potentiellement son temps. Et finalement, l'une des choses les plus essentielles dans sa vie, prendre conscience que c'est l'urgence du temps pour faire des choses qui sont vraiment essentielles. Et ce qui se passe, c'est que dans le tableau de l'usufruit, de la nue propriété, c'est que finalement, quand t'es jeune, plus la valeur de l'usufruit est importante, et plus en général les jeunes vont valoriser l'argent au détriment du temps. À moins de 21 ans, 90% tu valorises l'usufruit dans le domaine de l'immobilier, ou soit ton argent. Donc tu valorises le fait d'avoir de l'argent et tu valorises peu le temps. Et plus tu montes, et c'est de dizaine en dizaine, et plus ça baisse. Et pareil, la valeur de la nue propriété augmente. Et donc tu te retrouves à 91 ans à avoir une valeur de l'usufruit à 10% et une valeur du temps à 90%. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que donc quand t'es vieux et riche, l'argent n'a plus aucune valeur, puisque la valeur c'est le temps. T'as plus que 10% de valeur, c'est ton argent vaut que 10% et ton temps qui reste vaut 90%. L'évolution naturelle de la vie, c'est quand t'es jeune, tu valorises l'argent et peu ton temps. Et quand t'es vieux, t'as des regrets, machin, etc. Et c'est le contraire. Et si tu ramènes finalement, quand t'es jeune, dans ton présent finalement, la conscience de la finitude et donc la valeur du temps, tu peux te consacrer à ce qui est vraiment essentiel et déployer un espace qui est plus puissant. Ça, c'est beau, c'est un beau principe, mais... Elle est belle mon analogie avec les notaires, là. Ouais. C'est très clair, hein. C'est assez évident. C'est une façon de réhabiliter sa liberté. Liberté d'action, liberté de penser, liberté tout court.